Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cet endroit, lumineux, où il y a de l'espace pour respirer, où c'est calme, où il y a pas trop de vent en plus, donc j'espère que pour vous, pour le son, ça va aller. Alors, j'avais envie de vous faire cette vidéo aujourd'hui, on est le lundi, 23 novembre 2020. Je fais cette vidéo, comme vous le voyez, évidemment, sans masque et à beaucoup plus d'1 kilomètre de chez moi. Et j'avais envie aujourd'hui de vous parler de la loi. De la manière de se positionner par rapport à la loi, le fait de la respecter ou pas, de s'y soumettre ou pas, de se rebeller ou pas. Et vraiment ce que j'avais envie d'explorer avec vous aujourd'hui, c'est, comment il est possible de se positionner en conscience, c'est-à-dire, ni dans la soumission, ni dans la rébellion. Voilà, comment se positionner en conscience par rapport à la loi des hommes, la loi de notre société et là pour le coup la loi française. Je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne, je suis enseignante, indépendante et donc dans cette vidéo, je vais explorer avec vous, la question du positionnement en conscience par rapport à la loi. Alors ce que je voudrais commencer par dire, c'est que, je suis, en principe, très respectueuse de la loi et j'ai vraiment conscience de l'importance de la loi. Je sais et je sens et j'ai intégré que la loi, c'est quelque chose d'hyper important dans une société humaine. C'est important de pouvoir, savoir ce qui est autorisé et ce qui est interdit pour que cette société humaine fonctionne de manière harmonieuse. J'ai aussi, voilà, intégré ce principe que, a priori, la loi est là pour, protéger les plus faibles, que ce soit les plus faibles, physiquement, économiquement, financièrement, socialement. Donc de protéger ces «plus faibles» entre guillemets, des «plus forts» entre guillemets et que la loi, nous sommes tous censés être égaux par rapport à la loi. Donc vu comme ça, la loi est nécessaire, la loi a du sens. Alors après, comme chacun d'entre nous et probablement d'entre vous, le savent, il y a la théorie et il y a la pratique. Donc il y a ces idéaux et cette manière, parfaite de voir les choses auxquelles, je crois et que je trouve importantes et puis après il y a ce qui se passe, concrètement dans un pays. Alors pour moi, pour me positionner en conscience par rapport à la loi, il y a des questions de base que je me pose et pour lesquelles c'est important pour moi d'avoir des réponses. C'est déjà d'avoir de conscience de qui fait la loi? Qui fait la loi dans notre pays? D'où elle vient cette loi? On est censé être en démocratie. La démocratie, c'est, le pouvoir, donné au peuple, le pouvoir par le peuple. Donc il y a à examiner déjà, est-ce que le peuple a réellement ce pouvoir? Est-ce qu'il, fait les lois? De quelle manière? Et actuellement, dans ce contexte très particulier là de Covid, on en est au deuxième confinement, comment la loi est-elle modifiée? Par qui est-elle modifiée? Et le peuple a-t-il son mot à dire sur la manière dont la loi est modifiée? Quand on sait que tous ces décrets, ces règlements sont décidés par un conseil national de défense, à huis clos, qu'on contient un très peu de monde en fait, hein, là-dedans et on ne sait pas trop, ce qui motive finalement, les personnes qui prennent ces décisions. Et puis quand on sait que, beaucoup de lois finalement, sont votées dans notre assemblée nationale comme ça, qui est convoquée en urgence, à 2 heures du matin et vous avez 30 députés, qui votent pour, faire passer des lois qui sont parfois essentielles. Enfin bref, quand on voit certains fonctionnements de notre, démocratie, c'est vrai que ça fait réfléchir. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me fait réfléchir sur déjà la légitimité de la loi. Et de ceux qui la modifient et de ceux qui la font. Et après, quelle que soit la manière dont cette loi est faite ou modifiée, il y a pour moi à examiner son contenu et à regarder en conscience et aussi, en raisonnant, hein. On peut utiliser aussi son mental et son intuition et ses ressentis et regarder ces lois, ces décisions, ces décrets. Est-ce qu'ils paraissent être au service de la vie et même au-delà, au service du peuple français, tout simplement? Et là, chacun va ressentir, percevoir les choses avec son propre système de croyances, ses propres ressentis, ses propres mémoires, sa propre, éducation, ses propres valeurs et c'est à chacun de ressentir de ce qu'il en est par rapport à ça.
Mais moi, comme vous le savez, quand, je mesure à la fois la manière dont la loi est faite et modifiée et également son contenu, je mesure que, pour moi, elle n'est pas du tout ni au service de la vie, ni au service de notre, peuple français. On en est très, très loin. Alors moi, je suis pas juriste, hein, je connais pas tous les détails, tous les rouages, tous les mécanismes et c'est pas, l'objet de mon propos ici d'aller regarder tout ça en détail. Juste, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a quand même une hiérarchie des normes et que la loi est censée être adossée à une constitution qui elle-même est adossée à la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948. Alors quand on regarde cette Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948, il y a un certain nombre d'articles qui, pour le coup, pour moi, ont du sens et que j'aimerais regarder pour vous et éclairer dans le contexte actuel. Et après, vous ressentirez pour vous comment ça résonne quand je vous dis ça. Alors, article premier, je les ai sur mon téléphone, hein. Article premier. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. C'est bon ça, hein? Ça fait rêver, hein? On doit agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Là, je crois que je vais même pas commenter parce que, étant donné tout ce qu'on vit depuis plusieurs mois, il y aurait tellement à dire que je pourrais faire des heures de vidéo juste pour commenter cet article-là. Je le relis juste pour le plaisir. Article 1. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Ça, c'est l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, sur lequel est censé être adossée notre constitution et tout notre système de loi en fait, hein, puisqu'il y a différents blocs. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, vous tapez dans votre moteur de recherche préféré, hiérarchie des normes, et vous verrez, tout est censé être adossé à ces articles de cette déclaration-là. Alors après, moi, il y a d'autres articles que j'ai repérés, je vais pas, vous inquiétez pas, ça va pas être trop long, hein, mais ça me paraît important quand même pour se positionner en conscience par rapport à la loi, de regarder ses fondements, pour vraiment sentir ce qui a du sens pour soi. Article 12. Nul ne sera l'objet d'immixtion, hein, le fait de s'immiscer, nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. C'est bon ça, hein? Vous avez un compte Gmail, vous avez un compte lié à Google, vous gérez comment les autorisations que vous donnez à Google, à vos réseaux sociaux Là, au niveau de l'immixtion dans la vie privée, waouh, il y aurait beaucoup à dire. Vous utilisez la reconnaissance vocale? Non, parce que je vous fais juste remarquer que si vous utilisez la reconnaissance vocale, par exemple sur votre smartphone, ça veut dire que votre smartphone est sans arrêt en train d'attendre, de repérer si vous allez prononcer les mots-clés qui vont déclencher le processus de reconnaissance vocale pour faire une recherche. Et vous connaissez le principe. Donc ça veut dire que le smartphone est sans arrêt en train de vous écouter. Hein, en termes d'immixion dans sa vie privée, sa famille, là, il y a beaucoup à dire. Et puis on parle des différents décrets là. Hein, vous êtes combien à table, vous, le soir vous êtes plus de 6, moins de 6, comment ça se passe Le fait de faire ces auto-attestations, de devoir dire ce que vous allez faire, de devoir le déclarer, de cocher la bonne case, vous faites quoi là? Vous allez faire votre course et montrer là votre sac de courses pour voir si c'est vraiment des courses essentielles? Hein, en termes d'immixtion dans la vie privée, il y a de quoi dire en ce moment, il me semble, hein. Et puis on pourrait parler évidemment de tous ces médecins, généralistes qui ont une prime pour, noter tous les cas contacts, toutes les personnes, avec lesquelles vous avez été en relation, si vous avez un test, positif. C'est, hein, c'est au niveau de la vie privée là, vous vous sentez votre intimité, comment elle est respectée en ce moment? C'est énorme. Puis je parle même pas de l'application, tous anti-covid là, tous ensemble contre le covid. C'est énorme en termes d'intrusion dans sa vie privée, c'est juste énorme ce qu'on vit en ce moment. Alors après, il y a l'article 13 aussi que j'aime bien. Toute personne a le droit de circuler librement. Article 13, Déclaration universelle des droits de l'homme. Toute personne a le droit de circuler librement. Bon là, ça se passe de commentaires, hein, confiner des personnes, qui sont saines, qui ont pas de symptômes, qui doivent se faire des attestations, qui ont des amendes, qui peuvent aller jusqu'à de l'emprisonnement si on récidive, hein.
Là, bon, vous voyez ce que je veux dire? Et puis là, vous avez entendu parler, on a des députés qui commencent à nous dire qu'il va falloir un carnet de vaccination pour pouvoir prendre l'avion, pour pouvoir se déplacer, aller à tel endroit. En Angleterre, ils commencent à parler de ça pour aller voir les matchs de foot. C'est énorme, un carnet de vaccination pour avoir le droit de se déplacer. Bon, en même temps, il faut déjà, la vaccination obligatoire pour aller à l'école, donc finalement, en fait, ça fait déjà un moment qu'on y est là-dedans. Allez, encore un petit? Article 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Liberté de pensée, de conscience et de religion. Dans ce contexte, où on va être qualifié de complotiste, de rassuriste, on va être, soupçonné d'être, en facho, voire d'extrême droite, dès qu'on ne rentre plus dans la doxa, dans ce qu'il est admis de penser, ce qu'il est admis d'exprimer, hein, liberté de pensée, de conscience. On pourrait parler de la manière dont le film, Hold Up a été traité, hein, ce film-là, intéressant ce film, vous l'avez vu? Vous êtes fait votre propre opinion? Qu'on soit d'accord ou pas, ce qu'il y a dans ce film Hold Up, juste se poser la question, est-ce que les personnes qui ont fait ce film ont le droit, et qui ont participé à ce film, ont le droit de dire ce qu'ils ont dit dans ce film-là? La liberté d'expression. Hein, ils sont où tous les Charlie là? Je suis Charlie. Moi ça me fait bien rigoler, je suis Charlie. Ils sont où tous les Je suis Charlie là, tous ceux qui sont offusqués par ce film documentaire ou par tout un tas d'arguments et contre-arguments par rapport à ce qui est décrit dans les médias mainstream? Est-ce qu'on a encore le droit d'être d'accord sans être décrédibilisé, sans être traité avec tel ou tel mot étiquette? Hein, cette manière d'invalider tout raisonnement différent, toute manière de voir différente, toute manière de décrire les chiffres, d'interpréter les chiffres qui peut être différente. Ça, c'est quand même énorme aussi aujourd'hui, hein. Et bien sûr, je parle même pas des censures massives dans les réseaux sociaux. Et puis bon, un petit dernier pour le plaisir, article 20, Déclaration universelle des droits de l'homme. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association. Toute personne a le droit à la liberté de réunion et d'association. C'est bon ça aussi, hein? On revient à... Vous êtes combien à table au fait ce soir? Vous m'avez dit tout à l'heure. Liberté de réunion, liberté d'association. On n'a pas le droit de manifester à plus d'un certain nombre, distanciation sociale. Vous avez vu ces images-là de terrasses parisiennes où vous avez des policiers armés qui viennent déloger des personnes qui sont tranquillement en train de boire sur une terrasse? Alors pour moi, quand j'observe tout ça, et avec ce regard, cette conscience de ce que dit la loi, de ses fondements et de ce qui a de la valeur pour moi, clairement ça questionne. Et je pense que moi j'ai vraiment basculé. Il y a eu un shift quand au premier confinement j'ai dû me faire ma première attestation. Parce que quand même, ça n'a aucun sens légal, hein, de se signer ce papier-là où on s'autorise soi-même et on certifie des choses sur l'honneur. Ça n'a aucun sens juridique de faire ça. Et puis là en plus on recommence. C'est énorme. Et vraiment, les premières fois où j'ai dû faire ces auto-attestations, il y a vraiment eu un bug en moi, toutes mes alertes rouges, de voilà, d'alerte anti-abus, se sont mises à clignoter très, très fort. Et là, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, en fait? Mais qu'est-ce que je suis en train de faire quand je me signe à moi-même cette auto-attestation?» Il y a vraiment un truc qui a shifté et qui a buggé, parce que ça n'avait aucun sens. Ça n'avait strictement aucun sens. Et moi, il se trouve que je suis vraiment pas câblée pour respecter une loi qui n'a pas de sens pour moi. Non, ça c'est vraiment pas possible. Et alors, quand je me suis retrouvée confrontée à cette situation, je me suis vraiment posé cette question, puisque la loi, le principe de la loi, comme je vous l'ai déjà dit, c'est quelque chose qui est important pour moi. La question que je me suis posée, c'est: quelle est la loi que je choisis de respecter maintenant? Et pour moi, la réponse était évidente. La loi que je choisis de respecter maintenant, c'est la loi qui a du sens pour moi. Et donc quand face à un ordre, une interdiction, une autorisation, une limitation par rapport aux droits fondamentaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme, quand je me retrouve confrontée à ce genre de, oui, de limitation, d'interdit, d'autorisation partielle, je questionne et je regarde, est-ce que ça a du sens pour moi? Est-ce que je vais me soumettre à cette loi? Est-ce que je vais
Dire: «OK, je veux bien, me restreindre parce que ça a du sens pour moi ou pas». Et ça, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous inviter à ressentir et à construire pour vous, de regarder comment vous vous y positionnez par rapport à toutes ces lois et comment vous déterminez si ça a du sens pour vous ou si ça n'a pas de sens. Et je sais que ce que je vais dire, ça va choquer certaines personnes parce que l'éducation qu'on reçoit, en tout cas que moi j'ai reçue a priori, c'est plutôt une éducation qui dit: «Voilà, la loi, c'est la loi, on la respecte et un point, c'est tout». Et qu'il y a des gens qui savent. Là, il y a des experts, il y a des scientifiques, il y a des médecins, il y a, voilà, des infectiologues, différentes personnes dont c'est le métier de savoir pour nous. Et on est beaucoup éduqués maintenant dans cette société-là à faire confiance aux experts parce qu'eux, ils savent. Et quand le monde se complexifie et que ça devient donc de plus en plus, compliqué et difficile de savoir, quoi penser parce qu'on a l'impression que c'est trop compliqué pour soi, qu'on va pas comprendre, qu'on va pas avoir les bases de compréhension, qu'on va pas avoir la culture scientifique, qu'on va pas savoir discerner. Alors c'est vrai qu'on est tenté de déléguer son propre discernement auprès de ces experts, de ces sachants, de ces savants, de ceux qui ont l'autorité. Et alors on bug parce que si ces autorités nous préconisent de faire des choses et qu'on sent bien intuitivement qu'il y a un souci, alors c'est très, très inconfortable et là on est en dissonance cognitive. Et moi, ce principe de déléguer mon autorité, mon expertise, mon discernement auprès d'une personne à l'extérieur de moi ou d'un groupe de personnes à l'extérieur de moi, c'est quelque chose vraiment qui me hérisse le poil. Parce que j'ai vraiment construit depuis plusieurs années cette, boussole interne, ce discernement interne, ce ressenti, et j'ai vraiment appris à faire confiance à ça. Et quand je vois que des experts, des pseudo-sachants, des autorités vont, confisquer, le savoir et le pouvoir au peuple en lui disant, «Bon, bah, obéissez, vous inquiétez pas, c'est pour votre bien». Quand je vois ces autorités terroriser le peuple, faire peur d'une manière, mais que je trouve abjecte au peuple et le maltraiter, puisque je trouve que vraiment notre peuple français, et pas que le français d'ailleurs, a été profondément maltraité tous ces derniers mois. Et donc quand je vois ces autorités-là abuser de leur pouvoir, maltraiter le peuple, tout en prétendant que c'est pour le bien de ce peuple et pour le protéger, moi ça me dégoûte profondément en fait. Pour moi ça, c'est juste pas possible. Et je crois que s'il y a bien une chose dont nous avons tous besoin individuellement et collectivement, que ce soit à l'échelle de notre pays, mais à l'échelle de notre, humanité tout entière, et pour nos enfants aussi, c'est vraiment d'apprendre à retrouver notre propre discernement, notre propre autorité et à ne plus nous laisser confisquer notre pouvoir par ces pseudo-experts. Parce qu'il y a vraiment à regarder ces pseudo-experts, à partir d'où ils parlent, hein. Ça, je vous en ai déjà parlé un certain nombre de fois parce que je trouve ça essentiel. Mais à partir d'où est-ce qu'ils me parlent? Quelle est leur intention? Quels sont leurs intérêts? Hein, et là, vous savez bien, vous connaissez, hein, follow the money. Si vous voulez savoir, quels sont les intérêts des personnes, mais suivez l'argent et regardez les personnes qui vous parlent, que ce soit dans les médias, les scientifiques, les, pseudo-experts, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau de l'Europe, hein, au niveau, de Bruxelles, regardez les lobbies, mais c'est énorme. De Big Pharma, de, l'industrie, militaire, chimique, pétrochimique, mais c'est absolument énorme cet argent et c'est comment il est infiltré, comment ces conflits d'intérêts sont partout dans notre système. Et quand on voit ça, ça aide, je trouve, moi, à avoir du discernement. Donc vraiment, quand là, je vous fais cette vidéo, sans masque, très, très loin de chez moi, en savourant cette liberté avec beaucoup d'innocence et de joie, c'est pas de l'irresponsabilité parce que je sais que beaucoup de personnes, projettent sur, ce qu'ils appellent les complotistes, des sortes de personnalités là, narcissiques, irresponsables, profondément égoïstes, qui refusent de protéger les autres, de sacrifier quoi que ce soit de leur petit confort pour sacrifier les autres. Et bah, les personnes qui voudront, projeter ça sur moi le feront et puis, voilà, enfin, chacun son système, chacun ses croyances, mais ce dont moi je voudrais témoigner, c'est que j'ai vraiment posé ce choix par rapport à la loi, mais en toute responsabilité et je sais vraiment ce que je fais. Parce que, comme vous le savez peut-être, j'ai été prof de SVT pendant un certain nombre d'années, donc je sais exactement comment que les virus, se transmettent.
Je vous ai fait une vidéo sur, le test PCR et ce que ça signifie vraiment, je vous remettrai le lien donc voilà, quand on m'annonce des dizaines de milliers de cas positifs, ça me fait pas plus peur que ça. J'ai analysé les chiffres, les faits, je les ai, remis dans leur contexte et sur plusieurs années. Donc je sais pas si vous connaissez, le site euromomo.eu, je vous mettrai le lien. C'est très intéressant ça de voir, depuis 2015 si vous allez tout en bas de la page, vous avez la surmortalité, toutes causes confondues depuis 2015 et là vous voyez les pics et donc vous voyez les pics de surmortalité qu'il y a tous les ans parce que, bah, oui, il y a des voilà, il y a des virus qui circulent, hein, depuis tout temps dans notre humanité et donc il y a des pics de surmortalité et c'est très intéressant parce que vous allez voir que dans certains pays d'Europe, il y a même aucun pic de surmortalité, hein, voilà, même, là en mars-avril, c'est à croire que le corona n'a pas passé certaines frontières, c'est quand même très intéressant de voir ça. Et vous allez voir qu'en France, il y a effectivement un pic de surmortalité, et puis vous allez voir qu'il y en a un là, effectivement, en France cet automne, mais vous allez voir que finalement, il n'est pas tellement plus important que les pics de surmortalité que nous avons chaque année à cette période-là. Et puis il y a quand même une information qui me paraît essentielle pour se positionner en conscience par rapport à ce contexte de Covid, c'est quand même d'avoir conscience que bah, le Covid, ça se soigne. Je sais que c'est pas tout le monde qui est au courant de ça, il y a beaucoup de personnes qui ont comme ça, cru les médias et nos gouvernants quand ils disent que l'hydroxychloroquine, donnée précocement avec des antibiotiques, avec du zinc et ben, que c'est, du charlatanisme, hein, que ça soigne rien du tout. Bah, en fait, si vous regardez vraiment les articles scientifiques, mais vous en avez plus de 150, dont, un certain nombre sont randomisés, hein, avec la fameuse, méthodologie, de la doxa, scientifique actuelle, hein, ces essais en double aveugle et cetera. Tous ces articles, ils sont là, en fait. Alors évidemment, c'est pas accessible à tout le monde. Alors moi, il se trouve que, bah, j'ai cette facilité à aller regarder les chiffres, à analyser puisque j'ai cette formation scientifique et je comprends bien que tout le monde n'a pas ces facilités-là. Mais en tout cas, la littérature est là. La littérature est là et dans beaucoup, 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 beaucoup de pays, je parle même pas de majorité parce qu'on est bien, bien au-dessus de la majorité, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays, le covid est traité et on n'a pas autant de morts qu'on a en France. Nous, en France, on est vraiment dans les derniers de la classe, hein, en termes de soins et euh, de, de manière de prendre en charge le Covid. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Je sais quelle pression subissent nos médecins généralistes pour ne pas soigner leurs patients. Hein, les mails qu'ils reçoivent de l'Ordre national des médecins, les pressions qu'ils reçoivent pour ne pas prescrire tel ou tel médicament, ça je le sais aussi. Et je sais sur quoi repose réellement ma santé. Je sais que ça repose pas sur un vaccin. Je sais que ça repose pas sur un masque. Je sais que j'ai un système immunitaire dont je sais évaluer l'efficacité et la force en fonction de mon mode de vie, en fonction d'un certain nombre d'indicateurs que j'ai appris à observer pour moi et pour d'autres personnes. Et donc je sais ce qu'il en est de ma résistance et de ma santé, et je sais gérer ça. Et ça, pour moi, c'est être responsable, d'avoir ce discernement, de me rendre compte de où j'en suis, de ma santé, de la force de mon immunité, et de savoir en prendre soin. Ça, c'est la vraie responsabilité pour moi. Et je sais comment les hôpitaux sont gérés, hein, managés depuis un certain nombre d'années. On parle beaucoup du nombre de places en réanimation, mais il n'y a pas que la réanimation, il y a tout un tas de services dans les hôpitaux qui ont été complètement démantelés. Quand on base notre service de santé sur de la rentabilité et à partir des chiffres et à partir de l'argent, on ne peut pas avoir un service de santé qui soit performant et qui soit au service du peuple, c'est complètement antinomique. Moi personnellement, on m'a pas beaucoup vu hein, sur mon balcon ce printemps à taper des mains, à applaudir, à taper des casseroles. On m'a pas beaucoup vu pour applaudir les soignants. Par contre, au mois de mai, quand on a déconfiné, à Paris, j'étais dans la rue. Quand les soignants ont demandé de l'aide, ont fait des revendications, ont demandé du soutien, ont demandé plus de moyens. J'étais dans la rue avec eux. Et quand un gouvernement et des policiers se retrouvent à gazer leur propre personnel soignant après une première vague de Covid, je trouve que ça pose question quand même. Alors la désobéissance civile, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Ça date pas d'hier, hein. Déjà, Étienne de la Boétie, avec
discours sur la servitude volontaire a déjà énoncé un certain nombre de choses qui me paraissent importantes et à relire dans le contexte actuel. Et ce qu'il souligne et qui me paraît important, c'est vraiment que le pouvoir d'un État repose sur l'assentiment et l'accord du peuple. Et que si le peuple n'est pas d'accord de manière massive sur ce qu'un État est en train de mettre en place comme loi, comme décret, comme décision, alors ce pouvoir de cet État ne peut pas tenir. Et bien sûr, vous connaissez Gandhi, Martin Luther King, vous connaissez Mandela. Vous voyez, je suis pas en train de dire qu'il faut faire la révolution dans la haine et la colère. Je vous remettrai le lien sur la manière d'utiliser sa colère. C'est pas ça que je suis en train de dire. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que quand un pouvoir, un État maltraite son peuple, le dirige par la peur, le traumatise comme on a été traumatisé, et notre population va très mal sur le plan psychologique, et en plus ils le savent et ils le disent. Alors pour moi, il y a vraiment un problème, et il y a vraiment chacun à se poser la question, est-ce que je suis en accord avec ça? Est-ce que je cautionne ça? Et qu'est-ce que j'en fais? Parce que pour que la désobéissance civile, ça fonctionne, ça requiert déjà qu'il y ait un maximum de personnes qui aient conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis après, une fois qu'on a conscience, ça nécessite que les premiers militants, que les premières personnes qui se sentent appelées à agir, prennent leur courage à deux mains, parce que c'est pas facile d'exprimer un point de vue aussi dissonant par rapport à une doxa dans un contexte de censure tel que je vous l'ai décrit tout à l'heure. Ça demande du courage. Voilà, donc si tout ce que je suis en train de dire là, ça résonne pour vous, vraiment je vous invite vraiment à vous relier à votre expérience, à votre vécu, parce que je pense que quelles que soient ses croyances et sa manière de voir ce qu'on est en train de vivre actuellement, on a tous vécu des moments dans notre vie où on sent cette dissonance entre ce qu'une autorité, quelle qu'elle soit, nous ordonne de faire, nous interdit de faire, entre guillemets la loi ou un règlement, et puis nous, ce qu'on ressent comme juste en conscience, ce que nous dicte notre conscience, ce que nous dictent nos ressentis, même si on n'a pas toujours forcément des arguments rationnels pour étayer ce ressenti, mais c'est important à mon sens d'apprendre à discerner cette dissonance, ce désaccord, et à être capable de l'observer, de le respirer et de l'accueillir. Et après, selon chacun, selon son système, et il n'y a pas à juger, chacun est différent et c'est très bien comme ça. Mais à mon sens, il y a vraiment à se poser la question, qu'est-ce que je fais de cette dissonance? Et il y a des personnes qui n'auront même pas les moyens de percevoir cette dissonance, et voilà, c'est comme ça. Et pour les personnes qui perçoivent cette dissonance, à se poser la question, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Et pour moi, face à cette dissonance, on a chacun le choix, à partir du moment où on l'aperçoit évidemment, de se dire, est-ce que je continue à placer mon autorité à l'extérieur de moi et à me soumettre à cette autorité, ou à me rebeller face à cette autorité, parce que je sois dans la soumission ou à la rébellion, je place encore l'autorité à l'extérieur de moi, et je reconnais qu'il y a encore à l'extérieur de moi un pouvoir, quelque chose qui est plus fort que moi et qui doit décider pour moi ce que je vais faire, et ce que je dois dire et ce que je dois exprimer, etc. Ou est-ce que je reprends pleinement mon pouvoir personnel et je consulte et j'ai conscience qu'il y a bien une loi, qu'il y a un contexte, qu'il y a une société, que tout ça, c'est une raison d'être, mais je me fie d'abord et avant tout à ce que me dicte ma conscience. Et sur ce chemin de placer son autorité à l'intérieur de soi, d'écouter d'abord ce que ça dit à l'intérieur de soi, en conscience et en toute responsabilité, alors il y a peut-être des voix qui vont s'élever à l'intérieur de soi. Et ces voix, elles ne sont surtout pas à réprimer, ces voix, elles sont vraiment à écouter attentivement, parce qu'elles sont précieuses pour voir quelles sont les programmations, les croyances qui nous empêchent justement de placer notre autorité à l'intérieur de nous. Et donc ces voix, elles vont nous dire peut-être, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est dangereux. Tu te mets en danger si tu ne respectes pas la loi. Il y a cette part de nous de la survie qui va avoir peur, et c'est tout à fait normal et naturel de se confronter à cette peur de ne plus respecter la loi. Et puis il y a peut-être une voix qui va dire, mais tu n'es qu'un égoïste, tu ne penses qu'à toi, ça se fait pas d'écouter d'abord ses propres ressentis, pense un petit peu aux autres.
Ça aussi, c'est intéressant comme programmation à aller regarder par rapport à notre éducation. Et dans les voix aussi qui sont intéressantes à aller regarder, il y a cette voix qui dit: «Mais et si tu te trompais?» Parce que bon, OK, tu tes ressentis là, mais si ça se trouve, tu te trompes. Si ça se trouve, c'est important de mettre le masque, ça se trouve, tu mets en danger d'autres personnes. Hein, et cette, anticipation d'une, peut-être, possible culpabilité, de se mettre en danger, mais aussi de faire du mal à d'autres personnes et qu'il faudrait être solidaire et qu'il faudrait rentrer comme ça dans la masse parce que, c'est très insécurisant de sortir de cette masse, bien pensante. Alors si ça résonne pour vous, ce que je suis en train de vous dire et que vous avez envie de parcourir ce chemin en conscience, d'aller remettre cette autorité à l'intérieur de vous, vraiment, je vous invite à vous familiariser une fois de plus avec ce processus-là en 4 étapes d'accueil, d'acceptation, de pardon et de gratitude. Parce qu'on peut vraiment utiliser aussi ce processus pour se confronter à ses peurs. Se confronter à ses peurs de se positionner, ses peurs du regard de l'autre, du jugement de l'autre, ses peurs de faire du mal, ses peurs de sortir du collectif, d'être isolé, d'être seul, d'être rejeté. Tout ça, ce sont des peurs qui sont très très fortes hein, dans nos humanités et c'est tout à fait normal de les ressentir. Eh bien, ces peurs, elles s'accueillent. Ces peurs, on peut les confronter et on peut les traverser et on peut s'en libérer. Donc si ce cheminement vous intéresse, je vous encourage une fois de plus à aller, demander l'e-book. Je vous remets le lien, hein, cet e-book dans lequel, je reviens sur ces méthodes d'introspection, d'accueil de soi et toutes ces méthodes qui sont précieuses pour être de plus en plus, en accord avec soi-même. Parce que l'idée, c'est vraiment de récupérer un espace de discernement, de liberté, de conscience, pour pouvoir vraiment sentir tranquillement, de manière posée et de manière responsable, en tenant compte des différents paramètres, du contexte et de chacun, hein. Vous avez compris, c'est pas une démarche du tout, d'égoïste, irresponsable, voilà, pas du tout. C'est vraiment, voilà, il y a différents paramètres. J'ai à cœur, le bien-être, déjà mon propre bien-être et ma propre sécurité et le bien-être et la sécurité de tous. Et dans cet état d'esprit-là, je me positionne en conscience et je regarde ce qui me paraît juste. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur, cette manière de respecter ou pas la loi et de se positionner en conscience par rapport à la loi. Si vous avez envie de partager, de poser des questions sur ce sujet ou sur d'autres, hein, n'hésitez pas à utiliser l'espace des commentaires pour vous exprimer. J'en profite pour vous rappeler qu'il y aura de prochains ateliers en ligne de partage et pratique de présence consciente. Je vous remets le lien pour vous renseigner sur le prochain atelier. Là, je fais cette vidéo, on est le lundi 23 novembre, il y aura un atelier au mois de décembre, le samedi 5 décembre à 14 h. Mais le lien que je vous affiche fonctionnera même après cette date, hein, puisque je garde le même lien pour chaque atelier que je programme. Donc n'hésitez pas à réutiliser ce lien également si vous regardez cette vidéo bien après cette date. Et si vous avez besoin de soutien pour explorer cette thématique de la loi ou toute autre thématique, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour vous aider à accueillir vos émotions, à débloquer certaines choses, certaines résistances, voilà, s'il y a des pratiques que vous avez du mal pour l'instant à intégrer, n'hésitez pas à me contacter, je vous remets mon mail en dessous. Et n'hésitez pas à prendre contact avec moi et on verra si on peut poser des accompagnements ou des soins en présentiel ou à distance en fonction de où nous nous trouvons les uns et les autres. Voilà, prenez bien soin de vous, je vous embrasse. Bye bye.